Merci de nous rejoindre sur Radio J. C'était il y a un mois. 3 jeunes adultes interpellés par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, alors qu'ils se préparaient à commettre un attentat à la mairie de Poitiers. Mis en examen, placés en détention provisoire. Une interpellation qui porte à 9 le nombre d'attentats déjoués l'an dernier selon la DGSI. Et oui, 10 ans après la double attaque contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la Porte de Vincennes, la France vit toujours sous la menace terroriste. Et pour en parler, nous sommes avec le criminologue Xavier Roffer, expert reconnu en matière de sécurité et de terrorisme également. Bonjour Xavier. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous et bonne année à vous. D'abord, bonne année 2025, malgré cette actualité toujours très difficile. On vous souhaite évidemment le meilleur. Alors, journée très particulière, ce 7 janvier, 10 ans après les attentats de 2015. Est-ce que vous avez le sentiment que la France a su tirer toutes les leçons nécessaires ou est-ce qu'il y a encore des angles morts finalement dans notre approche sécuritaire ? Je vais vous répondre, mais d'abord un souvenir. Le jour de l'attentat de l'hypercachère, j'étais dans vos locaux, par le plus grand des hasards bien sûr, avec Michel Zerbib, et nous avons vécu en direct toute cette attaque depuis chez vous. Et Michel avait sa fille dans un établissement scolaire pas très loin. Oui. Et par bonheur, comme j'avais des amis sur le terrain, pas du côté terroriste, bien sûr. J'ai pu le rassurer sur le sort de sa fille et donc c'est un souvenir émouvant. C'est vrai. C'est vrai que Radio J se trouvait justement à la frontière entre Charlie Hebdo et le Bataclan, donc on était vraiment dans le quartier à l'époque. Ah, exactement, boulevard Richard Lenoir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Depuis les attentats en question, depuis la grande période d'attentats djihadistes de 2015-2017, tout a changé. Le monde n'est plus le même. Si quelqu'un avait été mis en catalepsie à l'époque et se réveillait maintenant, il ne comprendrait plus rien au monde tel qu'il est aujourd'hui. Un seul cas. L'homme qui aujourd'hui dirige à Damas, celui dont le nom de guerre est Abu Mohamed al-Joulani et dont le nom est Ahmad al-Shareh, qui est un ancien cadre important de l'État islamique et ultérieurement, il avait changé d'équipe. Il s'était rapproché d'Al-Qaïda, puis d'un groupe terroriste opérant au nord de la Syrie. Cet homme-là, qui voici peu était peut-être un des organisateurs et des commanditaires d'attentats à l'étranger du style de ceux qui nous ont frappés, aujourd'hui, il a une jolie cravate et il reçoit des dirigeants, toujours sa barbe certes, mais il reçoit des dirigeants du monde entier, et y compris même de l'Union européenne, même si ça ne va pas jusqu'à ce qu'il serre la main à la pauvre ministre allemande de l'Intérieur. Mais en tout cas, la situation a radicalement changé. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut bien différencier. Allez-y. D'une part, le micro-terrorisme, c'est-à-dire celui d'individus qui, étant soumis à des influences, par Internet ou par des moyens de lavage de cerveau à distance, sont capables de prendre un couteau dans la table de la cuisine et d'aller dans la rue commettre des attentats. Et les attentats majeurs du style de ceux des terrasses à Paris ou de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles ou de l'attentat dans les rues de Barcelone, ces grands attentats, rappelons-nous que ceux de Paris et Bruxelles avaient mobilisé au total plus de 150 individus opérant à 4000 km de distance depuis le fin fond de la frontière irako-syrienne jusqu'à la banlieue de Bruxelles et à la banlieue de Paris. Ces grands attentats-là sont devenus beaucoup plus difficiles à commettre. Il est naturellement impossible de commettre ces grands attentats sans avoir affaire à de la téléphonie, à de l'Internet, à des communications à distance, et ça laisse des signes, c'est-à-dire qu'on a réussi à repérer les signaux précurseurs. Donc c'est plus difficile. Reste ce dont vous m'avez parlé, c'est-à-dire des individus qui se coalisent à 2-3 ou même tout seuls avec une influence derrière eux et qui sont capables de passer à l'acte. Ce sont ces actes de micro-terrorisme aujourd'hui. Tout à fait. Ce sont des menaces inspirées, donc des individus qui agissent pas forcément en lien avec des organisations terroristes. Ce type de terrorisme est plus difficile justement à contrer et à anticiper ? Évidemment. Souvenons-nous que les inspirateurs, les acteurs des attentats de Bruxelles
avait un bistrot à Bruxelles, à Molenbeek, dans le quartier islamique. 3 semaines avant, même pas, disons quelques dizaines une semaine, 10 jours avant, dans leur bistrot, on buvait de la vodka, on fumait du hashish et à la télé, il y avait sur la télé du bistrot, il y avait des clips de rap. Et 15 jours après, c'était devenu les chants de guerre de l'État islamique. La cousine des 3 cousins qui jusqu'à présent avait un mode de vie, disons, assez olé olé, était devenue bâchée de la tête aux pieds, était devenue une militante islamiste. Et ils ont basculé en quelques semaines. Pire encore pour Mohamed Merah. Souvenons-nous que l'attentat contre l'école Ozar Torah à Toulouse a eu lieu, j'allais dire par remplacement. Il cherchait à tuer encore un militaire français. Comme le militaire n'est pas venu au rendez-vous, il a cherché autour de lui comment il pouvait fuir du quartier en question. Il a vu au-dessus de sa tête une phrase écrite en caractère hébraïque. Il a vu que c'était une école. Il a vu les enfants entrant à l'école et il a tiré Mohamed Merah. 10 minutes avant d'accomplir l'attentat contre l'école Ozar Torah, ne savait pas qu'il allait frapper à cet endroit-là. Comment voulez-vous accomplir un renseignement précis et minutieux sur des individus qui sont opportunistes et qui agissent? De même pour Koulibaly, il n'avait pas spécialement en vue l'idée de tuer Madame Jean-Philippe, il avait simplement dans l'idée de tuer une policière. Voilà. Alors ça rend effectivement le travail de renseignement de terrain beaucoup plus difficile parce qu'on a affaire à des éléments opportunistes et généralement perturbés. Certes, ils sont islamistes, mais souvent, c'était le cas du Koulibaly, cherche-t-il à assouvir une envie sanguinaire qui s'assouvit dans le cadre de l'islamisme, mais qui pourrait aussi s'accomplir autrement à d'autres périodes. Songeons à ce qui s'est passé sous l'occupation, songeons à ce qui s'est passé dans toutes les guerres civiles. Il y a des individus sanguinaires et récemment, c'est l'islamisme l'islamisme salafiste qui les mobilise. Alors vous avez par ailleurs vous alertez souvent d'ailleurs Xavier Roffer sur l'importance des infrastructures judiciaires. Vous avez récemment évoqué une justice clochardisée, un manque de moyens qui affecterait directement la capacité à prévenir justement des passages à l'acte terroriste. Qu'est-ce que ça signifie? On n'est pas suffisamment armé ou on est armé et on n'utilise pas les moyens qu'on a à notre disposition? Alors, du fait de ce qui s'est passé dans la dernière décennie, la justice qui s'occupe des terroristes n'est pas la plus mal lotie. Eux encore ont assez des moyens de travailler. Mais songeons aux quartiers aux terreaux dans lesquels l'islamisme se développe. Ça explose en France depuis 40 ans et nul n'y fait rien. D'où venaient les gens qui ont tué sur les terrasses? D'où venaient les islamistes en Belgique? De ces quartiers et de nulle part ailleurs. J'ai repris des archives récemment. Le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée avertissait François Mitterrand du fait qu'il y avait maintenant des quartiers à problème. Il en comptait à l'époque, 1983, 22. Il y en a 1400 aujourd'hui. Ce sont des terrains en question pour à la fois le trafic de drogue et à la fois l'islamisme, puisque la police n'y met plus les pieds et donc on a la plus grande difficulté à savoir ce qui s'y passe. Si vous avez des endroits sur le territoire français où la police ne va pas, donc où dans un deuxième temps la justice ne peut pas agir, à ce moment-là, vous laissez des zones de guérilla, voire peut-être des zones de guerre se développer. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. 1400 de ces secteurs en France. Alors, par ailleurs, c'est vrai que le profil des djihadistes s'est considérablement rajeuni ces dernières années. Qu'est-ce que ça révèle aussi, cette évolution sur notre société, sur nos politiques de prévention aussi? Ça veut dire que bien entendu, les services de police et de renseignement ne sont pas à l'endroit où il faudrait qu'ils soient. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus dans les quartiers en question. Et je remarque de manière peut-être un peu, taquine, que le 8e arrondissement où il y a l'Élysée grouille de policiers, il y en a partout, et que dans la Seine-Saint-Denis, il y en a souvent pas du tout. Donc à partir du moment où on en revient toujours au même sujet, tant qu'il y aura des zones grises en France où des individus peuvent se radicaliser, peuvent des années parfois tenir des propos
accumuler des moyens ou des armes, etc., sans qu'on le sache, ça n'est naturellement pas possible. On ne peut pas avoir des plateformes d'observation très précises et très minutieuses sur ce qui se passe au Moyen-Orient et ne pas savoir ce qui se passe à 3 kilomètres de Paris. Ça n'est pas possible. Donc pour vous, c'est la priorité 10 ans après les attentats de 2015. Quelle est la priorité justement? C'est ça justement, mettre plus d'effectifs dans des quartiers qu'on dit sensibles? D'une part, et deuxièmement, dans ces quartiers, y faire de la détection précoce. Il n'y a jamais de génération spontanée. Il n'y a jamais des individus qui se lèvent un beau matin en disant « Tiens, je vais aller devant une synagogue et je vais tuer des gens ». Ça n'existe pas. Il y a toujours un passage. Avant le passage à l'acte, il y a toujours une période assez longue où les individus se mettent en situation, écrivent parfois sur des sites internet qui vont agir. Ce sont ces symptômes précoces qu'il faut apprendre à détecter. Et où mieux apprendre à les détecter que dans les zones où sont les individus potentiellement dangereux, c'est-à-dire dans les quartiers hors contrôle. Si on résout ce problème-là, on résout 70% du problème du terrorisme et du problème du trafic de drogue. C'est là qu'il faut agir. Eh bien, merci beaucoup Xavier Roffer. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours trop court avec vous, mais on vous retrouvera, je l'espère, avec grand plaisir très bientôt sur Radio J. Criminologue, donc je le rappelle, votre dernier livre s'appelle « La criminalité organisée dans le chaos mondial, mafia, triade, cartel et clan ». Merci et à très bientôt.